Car vous le savez, c'est la crise. Ouais. Partout. Ouais. Une crise économique, oui. Ouais. Mais surtout, une crise écologique. Non. Si, une crise écologique. N'importe quoi, Tenez bon, on va vous sortir de là. Nous sommes tous dans le même système. Non, mais non. Nous sommes tous prisonniers du même système. Islamo-gauchiste. Oui, parce que la crise, c'est une crise systémique. Et nous n'avons plus le temps d'attendre. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Aussi, nous avons décidé, nous, un eurosystème, nous avons décidé d'agir en prenant des mesures drastiques, des mesures radicales. Fini de soutenir le réchauffement climatique Arrêtez là, faites quelque chose, arrêtez de regarder comme ça, c'est la en croissance. achetant des titres d'industrie à fort impact carbone. Oui, on adore ça, nous, on adore ça. Oui, Fini de prêter aveuglément aux banques de second rang qui investissent massivement dans les industries fossiles. Et qui financent la destruction du vivant. Fini. on s'en fout, ça. Fini de se réfugier derrière une neutralité de marché biaisée. Continue. Il est où Darmanin? Fini. Il est où Darmanin? Nous allons changer le système. La création monétaire va être mobilisée pour alimenter une véritable relance écologique et sociale. Poisson d'avril. Allez, vas-y. La Banque centrale européenne joue un rôle de premier plan dans le financement de nos économies, dans la mutation de nos sociétés. Nous allons donc désormais instaurer un contrôle démocratique de nos institutions. Poisson d'avril. Moi j'ai le sommet là. Avec la Banque centrale européenne, nous avons admis que l'urgence climatique devait être inclue dans l'ambition. Poisson d'avril. L'urgence climatique doit être intégrée à nos missions. Ça c'est vrai, ça nous l'avons dit. Ce n'est pas un poisson. Et ce n'est pas bien. La sogée là. Enfin, Vas-y chaud. si c'est rien. Ouais, balance. C'est rien parce Vas-y que là. une promesse n'engage que ceux qui la croient. Ouais, que On pourrait faire quelque chose, on pourrait. Parce que l'arbre argent magique, il existe. Il est là. L'argent tombe toujours au même endroit, mais ça, on n'y peut rien, c'est le marché. L'argent magique. L'an dernier, nous avons lancé un plan d'urgence pandémique. 1850 milliards d'euros. Notre bilan avoisine les 7000 milliards d'euros. 7 fois plus qu'en 2007. Un peu d'enthousiasme là. La création monétaire alimente la bulle financière. Et pour ceux qui disposent de l'expertise financière, légale et fiscale, c'est le moment de faire des affaires.
en rendement. Alors, quand je vous dis que l'argent n'est pas le problème, Repose, mon gars. vous croyez? L'argent n'est pas le problème. Vous en voulez? Qui en veut? Il y en a plein l'argent. La banque centrale, c'est une chose. C'est du bon, là. On est là. Plante, 1 milliard. Un bilan de pétrole. Ouais. Marché conclu. Pour dire que notre bilan n'est pas joli, 63% des obligations privées proviennent d'industries à forte intensité carbone. Ouais, génial! Qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Grosso modo, on participe activement à aggraver la crise climatique. Je vous entends, mais ce n'est pas nous qui avons signé les accords de Paris. Nous n'avons de compte à rendre à personne. On n'a rien. C'est écrit dans les traités. On a de compte à rendre à personne. Nous sommes la banque d'un monde qui chauffe. Ça chauffe. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas l'heure de mettre le feu au dance floor? Parce que pour la Banque Centrale Européenne et pour les industries polluantes, c'est pas fini de faire la fête! C'est bon pour les poumons. On y va, allez, on y va. My
plaisir de voir des gens souriants. Rebellion! Rebellion! De l'argent, oh non. Je sens. Il y a des morts là, il y a du sang là. Je suis en 31 major. L'idée était plutôt d'aller chercher au niveau central. Vas-y, on fait des mains là sur les gens, c'est ça? Présent devant le reste. Ah merde, ils veulent plus qu'on fasse des mains sur les murs. Oh, j'ai pas eu le temps. Là? Bonjour, bonjour. 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 T'es les côtés du Grand Capital aussi, toi? Ah bah oui, bah toujours. Ah, c'est cool. Allez. Tout à fait. Allez, chenille! Chenille! Non, mais tout à fait. J'arrive. Il peut pas, il est en partout. On l'a vu. Bonjour, bonjour. On n'est pas là que pour s'amuser, hein. On a aussi des revendications sérieuses de temps en temps. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour la banque centrale. On est dans une action climatique de nos banques. Il faut savoir que depuis même la signature de l'accord de Paris, les investissements des banques françaises dans les énergies fossiles ont augmenté. Il y a beaucoup de paroles, mais peu d'actions pour le moment.
Et du coup, qui de mieux pour parler des investissements européens que nos deux eurodéputés qui ont accepté de venir se joindre à nous. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Marie Toussaint et Pierre Larouturou. Et avant de leur donner la parole, je tiens aussi à remercier toute la presse qui est présente pour couvrir l'événement. Parce que c'est vraiment super d'avoir des gens qui s'intéressent aux soucis systémiques et pas à la fermeture des écoles due au Covid, qui certes font peut-être plus de papier, mais s'attaquent pas vraiment au fond du problème. Donc merci à vous d'être là. Je passe donc la parole à Pierre. Merci. Ah oui, comme ça on peut mettre le micro. Bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Pierre Larouturou, je suis député européen, rapporteur général du budget 2021. Et avec Marie Toussaint, on est là pour dire que ce que vous faites est vraiment très important. Certains peuvent être peut-être choqués en disant qu'on va dégrader un bâtiment, mais en fait, ici, on va porter atteinte à aucun être vivant, à la vie d'aucun être vivant, alors que le dérèglement climatique tue des milliers de personnes chaque année. Certains pensent peut-être que c'est drôle parce que c'est le 1er avril. En fait, non, ça n'est pas drôle du tout. On met de l'humour, ça aide à avancer, mais ce qui se passe est absolument dramatique. En 2020, les feux de forêt ont provoqué 440 morts en Australie. 440 morts en Australie dans les feux de forêt. En 2020, les feux de forêt en Californie ont atteint des surfaces jamais vues. Si on regarde depuis un siècle tous les feux de forêt qu'il y avait eu en Australie, juste l'année 2020, c'est un tiers de toutes les surfaces cramées depuis un siècle. Tous ceux qui pensent que le dérèglement climatique, ça peut attendre, ne comprennent pas l'aggravation, l'accélération. Un tiers des surfaces brûlées depuis un siècle en Californie, c'était en 2020. En Sibérie, quand j'étais petit, il faisait froid en Sibérie. L'an dernier, il y a eu des feux de forêt monstrueux. Donc tous ceux qui nous disent qu'au moins avec la crise économique, on peut attendre un peu parce que l'évolution du CO2 a diminué, c'est faux. Le CO2 qui vient directement de l'économie a diminué, mais les feux de forêt ont pris une telle ampleur que 2020 est une année catastrophique. On a les chiffres officiels, mesurés à Mauna Loa chaque jour, chaque mois, chaque année. Dans les années 60 et 70, le CO2 augmentait seulement de 0,8 unités chaque année, 0,8. L'an dernier, le CO2 a augmenté de 2,4 unités à cause des feux de forêt qui vont plus que compenser le ralentissement économique. Donc le monstre est en train d'échapper à ses créateurs, le dérèglement climatique est en train de prendre une ampleur jamais vue, les feux de forêt font du CO2 qui accélère le réchauffement climatique, et la fonte du permafrost, la dernière étude qui vient de sortir, le permafrost, ce sont les terres congelées autour du pôle Nord, au Canada et en Russie. Jamais on a vu autant de fonte du permafrost, et les scientifiques sont très inquiets pour deux raisons. La fonte du permafrost, la matière organique décongèle, elle pourrit, elle envoie du méthane, et le méthane est encore plus dangereux que le CO2 pour le climat, et surtout des microbes et des virus qui étaient là depuis des dizaines ou 20 000 ans. Les microbes et les virus peuvent revenir dans le cycle du vivant. Le Covid-19 provoque des drames absolument partout, bientôt 100 000 morts en France, des millions de morts dans la planète, mais les virus qui peuvent sortir du permafrost peuvent être encore plus dangereux. Donc oui, il est temps d'agir. En 2020, ça a été l'année la plus chaude en France. Moi, je suis dans un coin où il y a pas mal d'agriculteurs. J'ai dans la famille des agriculteurs. Il y a 70 départements l'été dernier où on n'avait plus assez d'eau pour arroser les plantes. 70 départements. Quand j'étais petit, c'était exceptionnel le rationnement de l'eau. Donc, si rien ne change, Météo France, et il y a eu la petite canicule de l'an dernier, a quand même fait 2000 morts de plus. Et si rien ne change, Météo France nous dit qu'on aura 150 000 morts chaque année à cause des canicules en Europe. Météo France nous dit que si on ne change pas, dans 30 ans, on aura 150 000 morts chaque année à cause des canicules. Donc oui, il est temps d'agir. Est-ce qu'on va les faire? Est-ce qu'on va continuer à accumuler les investissements? Est-ce que l'humanité va aller vers son suicide sans réagir? Si nous sommes ici, c'est pour dire non, non et non. Et le virus, évidemment, est une question grave, mais on ne peut pas accepter n'importe quoi parce que le virus paralyse nos économies. 2020 était vraiment sinistre sur le front du climat. Le jour, je voyais Jean Jouzel, un des plus grands climatologues européens, et il me disait tous les chiffres qu'on a vus en 2020, l'évolution du CO2, l'évolution des températures, l'évolution de la fonte des glaces, on pensait les voir en 2030 ou en 2035. On a 15 ans d'avance, sur le dérèglement climatique. Il est absolument urgent. Et en 2020, c'est pour ça que nous sommes ici. En 2020, les banques françaises ont augmenté de 36% leurs investissements dans les énergies fossiles. Plus 36% pour les investissements dans les énergies fossiles venant des banques françaises. Et la Banque de France pourrait s'y opposer. Au niveau mondial, à cause de la crise, les investissements dans le fossile ont reculé de 9%.
Au niveau mondial, moins 9% pour les investissements dans les fossiles, mais plus 36% pour les banques françaises. Honte aux banques françaises, honte à la Banque de France. L'article du Monde, la semaine dernière, nous disait qu'avec 295 milliards d'investissements, 295 milliards d'investissements, les 5 plus grandes banques françaises ont pris le leadership, sont devenus les plus grands financeurs européens du pétrole, du gaz et du charbon. Le Monde s'appuyait sur l'étude d'Oxfam et de Haveland. 295 milliards en un an d'investissements supplémentaires pour le gaz et le charbon. C'est juste un scandale. Souvenez-vous quand Nicolas Hulot a démissionné, l'ami Nicolas voulait 7 milliards chaque année. 7 milliards pour isoler les maisons et faire des transports en commun, aider les agriculteurs. 7 milliards, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron l'ont dit, mais 7 milliards c'est beaucoup trop. On ne peut pas trouver 7 milliards pour le climat, mais on peut trouver 295 milliards pour développer encore les énergies fossiles. C'est absolument scandaleux. Est-ce que les banques ont compris la gravité du problème climatique? Est-ce que les banques vont être capables de s'autoréguler? Non, non et non. Les banques ne vont jamais s'autoréguler. Elles nous font du greenwashing, elles nous font des beaux rapports avec une petite entreprise qu'elles ont aidée. Mais globalement, on va vers le suicide de l'humanité et les banques françaises accélèrent. Donc honte à ces banquiers, honte, ils ont du sang sur les mains. Il y a des milliers de gens qui meurent chaque année. Donc c'est pas pour rien, ça n'est pas du tout drôle. Le 30 octobre, j'ai vu dans les journaux, le 30 octobre dans les Vosges, un pyromane a été condamné à 5 ans de prison. Un jeune homme de 26 ans qui avait fait 4 feux a eu 5 ans de prison ferme. Combien est-ce que les banquiers devraient avoir de prison ferme? Parce que quand on met 295 milliards de plus pour le pétrole et pour le gaz, ça va faire combien de CO2 en plus, de millions de tonnes de CO2 en plus en 10 ans? Combien de feux de forêt en plus en 10 ans? Combien de milliers de morts en plus en 10 ans? Ce sont des petits chiffres sur leurs ordinateurs, mais derrière, il y a des milliers de morts à l'arrivée, il y a des millions de gens qui vont tout perdre. Quand le cyclone Idai a fait 1000 morts en Afrique australe, il y en a 1000 qui sont morts et puis il y en a des millions qui avaient tout perdu. Donc mes amis, si nous voulons éviter le chaos climatique, il faut changer les règles du jeu. Il est temps, il est urgent de changer les règles du jeu. C'est pour ça qu'avec Marie et d'autres, on se bat pour un changement au niveau européen et au niveau français. Le monde d'après, ça ne pourra pas être le monde d'avant avec les mêmes règles et la finance d'avant. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour le climat ou pour l'emploi, alors que jamais il y a eu autant d'argent sur les marchés financiers. Il y a 3 semaines, on a été reçus avec Cyril Dion et avec quelques amis par le pape François. Le pape voulait montrer son engagement pour le climat et le pape a des mots très durs pour dénoncer ce système économique. Le pape disait qu'un système où la finance domine tout, où la finance fout en l'air les salariés, fout en l'air la cohésion sociale, fout en l'air la planète, le pape dit c'est le fumier du diable. Il dit pas c'est de la merde, comme le dirait n'importe quel adolescent, il est pape, il est poli, mais le pape nous dit c'est le fumier du diable, ce système où la finance domine tout et fout tout en l'air, la domination du court terme et du plus d'argent pour ceux qui en ont déjà beaucoup trop. Et le pape nous a dit à Cyril Dion, à Michel et à d'autres, allez dans la rue, foutez le bazar, il faut faire la révolution. Et le pape n'est pas le seul à le penser. Donc, et hélas, il est temps de changer les règles du jeu. Mais hélas, hier à l'Assemblée nationale, le gouvernement a refusé tous les amendements. Vous savez qu'il y a la loi climat qui commence. Le gouvernement a refusé tous les amendements qui voulaient un peu limiter les investissements dans les énergies fossiles. Donc honte aux banquiers qui détruisent le vivant, mais honte aux politiques qui les laissent faire. Honte sur vous! Emmanuel Macron avait promis de reprendre sans filtre les propositions des 150 citoyens. On ne sait pas s'il faut en rire, c'est pas 100 filtres, c'est 200 filtres, c'est 300 filtres. C'est un scandale démocratique et c'est un scandale pour notre avenir. Donc il est temps d'arrêter les discours et de passer à l'action. Au niveau européen, on défend 3 propositions majeures. Premièrement, interdire les financements des énergies fossiles. Les interdire. On ne va pas attendre 40 ans que les banques changent de comportement. Tout de suite. Et ça se fait par des lois au niveau français, ça se fait la Banque de France. La Banque de France pourrait le décider, M. Villeroy de Galhau pourrait décider qu'aucune banque ne peut travailler en France si elle continue ses investissements fossiles. On a des critères qui ont été travaillés depuis des années par des groupes d'experts, donc maintenant il faut passer à l'action. Aux États-Unis, quand Barack Obama a voulu lutter contre l'évasion fiscale, il n'a pas fait des discours, il n'a pas demandé l'autorégulation des banques. Barack Obama a fait une loi qui s'appelle la loi FATCA et qui a dit plus aucune banque ne pourra travailler sur le territoire américain si elle n'est pas transparente pour le fisc. Ça ne suffit pas, mais c'est une première avancée. Il y a eu 1 an de bagarre parce que les banques étaient furieuses, mais Barack Obama a tenu bon et ça montre qu'on peut avoir une volonté politique face au lobby bancaire. Donc il faut en Europe, il faut en France une loi FATCA climat qui fait qu'aucune banque, aucune assurance ne pourra continuer les investissements fossiles. Deuxièmement, il faut que l'argent de la Banque Centrale Européenne aille pour ce qui est au climat et non pas à la spéculation. Je ne sais pas comment s'appelle celle qui parlait il y a 2 minutes, mais elle avait raison de dire que jamais on a eu autant de liquidité. Bravo, je ne connais pas ton prénom, mais c'était super. Il y a eu, comme économie, je peux témoigner, on m'a mis là comme économiste et comme fichot, les gens pensent que je suis sérieux. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été créé. En 3 ans, avant la crise du Covid, la Banque centrale avait créé 2600 milliards. 2600 milliards d'euros qui avaient été...
premièrement, reprenons, en 2008, on avait mis 1000 milliards pour sauver les banques, 1000 milliards. Donc avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, avec deux climatologues, avec Georges Jouzel, on disait, pour sauver les banques, on a mis 1000 milliards, on pourrait mettre 1000 milliards pour sauver le climat. On nous a dit, mais non, c'est pas possible, parce que les banques, c'était important, et la BCE l'a fait une fois, mais ne le refera jamais. Et puis, en 2014, comme la croissance se plantait, au nom de la croissance, la Banque centrale a dit, on va remettre 1000 milliards. Et tout le monde a accepté. Et en fait, la Banque centrale a mis 2600 milliards sur la table. 2600 milliards. Je vous rappelle, Nicolas Hulot, quand il a démissionné, il voulait 7 milliards. 7 milliards chaque année, on lui a dit, mais Nicolas, 7 milliards, c'est pas possible. Par contre, on peut, sans aucune décision démocratique, on peut créer 2600 milliards, qui à 90% sont partis sur les marchés financiers. On nous a dit à l'école qu'on était des homo sapiens sapiens, la branche la plus évoluée des primates, mais parfois on se demande si on est des sapiens sapiens ou des débilus débilus. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a jamais autant d'argent sur les marchés financiers qui vont vers une nouvelle crise financière. Donc il est temps que l'argent de la Banque centrale, et de nouveau l'an dernier, il y a des choses bien que la BCE a fait depuis le début de la crise du virus, on ne peut pas critiquer tout ce que fait la BCE, mais de nouveau le 18 juin, la Banque centrale, tu l'as dit ou tu l'as suggéré, la Banque centrale a créé 1300 milliards, donné en un jour 1300 milliards d'euros donnés aux banques à taux négatif, sans aucun contrôle. Et les marchés financiers sont à des niveaux jamais vus. Donc oui, on peut demander à la Banque centrale d'arrêter le quantitative easing qui part n'importe où et que toute la création monétaire aille au climat, à la biodiversité, à l'emploi, à la santé. Dernière proposition, il faut taxer la spéculation. Dernière proposition, il faut taxer la spéculation. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu, j'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours à l'automne dernier. Il y a 70%. C'est pour dire que la non-violence, si je suis ici aussi, c'est que je crois que la non-violence est une façon de dénoncer le cynisme et la violence de nos dirigeants. Donc la non-violence, ça peut mettre les mouvements citoyens. Donc pourquoi? Parce que 70% des députés européens, tout tendances confondues, donc en gros sauf l'extrême droite, sauf le Front National, 70% des députés disent si on veut de l'argent pour isoler les maisons, pour faire des transports en commun, pour aider les agriculteurs, on peut taxer la spéculation. L'idée d'une taxe sur la spéculation, c'est tout simple. Tout le monde, quand on fait des courses, vous et moi, ou même quand on va au resto prendre un sandwich, on paye de la TVA. 20% la TVA normale et même 5,5% pour les denrées alimentaires de base. Même les plus pauvres, même ceux et celles qui vivent dans la rue, on leur demande de payer 5,5% de TVA quand ils font des courses pour manger. 5,5%. Mais par contre, sur les marchés financiers, c'est 0,0. 0,0. Donc ce que dit le Parlement, c'est qu'il est temps de taxer un peu la spéculation à 0,1%. Et si on taxe à 0,1 la spéculation, on a à la fin chaque année 60 milliards. Et si on a 60 milliards, il y a 10 milliards qui viennent en France et on pourra isoler les maisons, on pourra faire des transports en commun avec ces 10 milliards. Et la négociation, grâce à la pression du Parlement et de pas mal d'ONG, la négociation a repris le 24 février au niveau européen sur la taxe sur la spéculation. On dit bien qu'on n'a pas d'unanimité, il suffit de 10 ou 12 pays pour avancer, donc aucune excuse. Et c'est la France qui bloque. Tous ceux qui étaient dans la salle de négociation disent que c'est la France qui bloque. Donc il y a quelque chose d'obscène quand on nous dit à l'Assemblée nationale qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, il n'y a pas d'argent pour la biodiversité, il n'y a pas d'argent pour isoler les bâtiments, mais ceux qui bloquent au niveau européen qui refusent une taxe sur la spéculation, c'est la France. Donc mes amis, et on fait bien d'être ici, il faut qu'on continue, l'action non violente peut nous faire gagner. Je laisse la parole à Marie, mais tous ensemble, il faut absolument qu'on foute la pression sur nos députés, honte aux banquiers, honte au pouvoir politique qui les laisse faire. Merci. Bravo! Merci Pierre pour tout ce que tu nous as dit et surtout merci à vous, un grand merci, c'est beau. C'est beau ce que vous faites, c'est beau ce que vous avez fait aujourd'hui en tout cas et vous avez raison de ne pas lâcher l'affaire. On vit une urgence climatique, j'ai pas besoin de vous le rappeler, mais normalement en 2020 on aurait dû atteindre le pic d'émissions de gaz à effet de serre à travers le monde si on voulait tenir nos objectifs climatiques. D'ici 2030, on devrait baisser de 45% nos émissions pour atteindre la neutralité carbone au niveau mondial en 2050. Pourtant, est-ce que le financement par les banques françaises des énergies fossiles diminue? Non. Pourtant, est-ce que les entreprises investissent dans la transition? Non. Et est-ce que les États de la France à l'Europe sont à la hauteur? Non. Personne ne nous entraîne dans le basculement vers un nouveau modèle économique dont nous avons tant besoin. Imaginer qu'on puisse sauver le climat sans rien faire est un leurre.
Il est temps de comprendre que les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature. Nous n'avons pas le droit de laisser faire. Nous n'avons pas le droit de continuer à nier les droits de la nature. Nous devons reconnaître les écocides, ces crimes les plus graves contre la sûreté de la planète. Refusons que les banques ne financent notre mort, comme BNP Paribas par exemple. Refusons qu'elles financent les écocides. Refusons de laisser brûler notre avenir. Et refusons aussi que les États soutiennent des projets mortifères d'énergie fossile, comme le fait actuellement BPI France, en soutenant à hauteur de 700 millions d'euros un projet affreux, un méga-projet gazier développé par Total en Arctique. Alors oui, nous devons reprendre la main sur la BCE et garantir que la création monétaire ne finance plus les énergies fossiles. Et oui, c'est possible. Alors oui, nous devons véritablement cesser les investissements dans les énergies fossiles, les investissements publics comme privés. Oui, c'est possible. De la Banque européenne pour le climat à la BPI, en passant par les budgets publics, cesser tout financement au charbon, au pétrole, mais aussi au gaz, dont ils veulent nous faire croire qu'il s'agit d'une énergie de transition. Oui, c'est possible. Et oui, nous devons contraindre, et j'ai bien dit contraindre, les entreprises, à leur tour, après l'État avec l'affaire du siècle, à arrêter de financer les énergies fossiles. Oui, c'est possible. Avec notre affaire à tous, 15 collectivités et d'autres associations, nous avons attaqué Total pour manquer à son devoir de vigilance climatique, pour nous inscrire dans une trajectoire qui nous emmène vers un réchauffement de plus de 3 degrés Celsius. Nous devons gagner, et il faut aller plus loin. Aujourd'hui, les députés discutent d'une loi climat indigente, qui ne nous permet pas de tenir nos objectifs climatiques et qui repousse à plus tard, à trop tard, les objectifs chiffrés, les quelques seuls objectifs chiffrés qui sont comprises dans cette loi. Aujourd'hui, la majorité nous propose de réguler l'action des banques et des entreprises à coup d'étiquetage. Alors non, il nous faut de nouvelles règles, il nous faut contraindre l'ensemble du secteur privé à respecter les accords de Paris et à œuvrer contre la fin de la biodiversité, du climat et l'ensemble du dépassement des limites planétaires. Oui, il nous faut aussi contraindre toutes les institutions bancaires et financières, y compris les institutions publiques. Oui, nous pouvons faire vivre et gagner la justice climatique. Bravo encore à vous et un grand merci. Merci, merci beaucoup. C'était bon, ça. Ah, c'est pour ça que je t'ai demandé de recommencer. Alors, bonjour, vous venez d'assister à l'action d'extinction rébellion à la Banque de France. Action en cours actuellement, action surprise, un poison d'avril. Et nous sommes
en présence d'une des militantes d'Extinction Rebellion. Alors je vais vous demander d'abord de vous présenter. Oui, moi, je suis Louise, je suis membre d'Extinction Rebellion et je suis là aujourd'hui pour lutter contre la Banque française, la Banque de France et la BCE qui est à l'intérieur. Contre les énergies fossiles qui sont massivement investies par en fait les banques françaises qui sont elles-mêmes alimentées par la Banque de France et par la BCE. En fait, il y a des titres financiers qui sont donnés en échange de la création monétaire. Donc la Banque de France et la BCE investissent et créent énormément de monnaie, cet argent magique. Et cet argent magique, en fait, il sert à financer les énergies fossiles. Donc ce qui est évidemment problématique pour le climat et pour le réchauffement climatique. Alors, vous-même, ça fait longtemps que vous êtes membre d'Extinction Rebellion ? Oui, moi je suis membre depuis 1 an. Ça fait 2 ans que le mouvement existe, donc voilà, ça fait 1 an que j'y suis. Oui, ça fait 2 ans que ça existe en France, c'est ça ? C'est relativement jeune en fait comme mouvement. Oui, c'est ça, c'est assez jeune comme mouvement, depuis 2019. Et moi ça fait 1 an que je suis avec Extinction Rebellion. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre ce mouvement qui est un mouvement non violent mais assez radical quand même, on le voit ? Alors moi j'essayais à mon niveau de faire des petits gestes écologiques chaque jour, trier mes déchets, essayer de manger bio, de faire tout ce que je pouvais. Et je me suis rendu compte que c'était plus assez et que l'urgence était telle qu'il fallait agir autrement. Je me suis donc intéressée au mouvement de désobéissance civile et en fait j'ai vu qu'Extinction Rebellion avait des actions qui étaient massives, qui faisaient se rejoindre beaucoup de monde et qui permettaient aux citoyens et aux citoyennes de se mobiliser autrement. Et le fait que ce soit un mouvement international m'intéresse beaucoup aussi. Alors pourquoi la dimension internationale vous intéresse-t-elle ? Il me semble qu'il faut qu'on puisse être tous ensemble, sans frontières, sans limite de parti ou d'opinion ou de pays, dans la lutte contre le réchauffement climatique qui nous impacte tous en tant qu'humanité. C'est pour ça que je préfère un mouvement international. Alors en même temps, on le voit bien, les décisions elles sont prises sur le terrain politique, elles sont prises par des politiques. Et ici, il y avait 2 députés européens qui étaient présents pour votre action. Est-ce que, in fine, vous ne pensez pas que la question est très politique en définitive ? Bien sûr que la question est politique, mais il me semble que les citoyens et les citoyennes ont un grand rôle à jouer et qu'il faut qu'on leur rende un vrai pouvoir. Parce qu'en effet, aujourd'hui, la Banque centrale européenne permet des investissements dans les énergies fossiles. L'État permet une pollution et n'arrête pas en fait le réchauffement climatique, ne fait absolument rien pour agir. Aujourd'hui, la loi climat, par exemple, est complètement vidée de sa substance. Toutes les propositions qui avaient été faites par les citoyens sont complètement vidées de leur substance. Et il faut que les citoyens et les citoyennes se mobilisent massivement pour montrer qu'on a encore du pouvoir et qu'on peut encore agir en tant que citoyen et citoyenne. Donc vous y croyez ? Vous pensez qu'on va pouvoir inverser la tendance ? Je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense que si on n'agit pas, de toute façon, dans 10 ans, on crève de chaud, on meurt, on va avoir des famines, on va avoir des migrants climatiques, on va avoir des guerres, on va avoir des problèmes d'eau. Rien qu'aujourd'hui, il y a des problèmes d'eau en France. Et en fait, on n'a juste pas le choix. Moi, si je pouvais faire autre chose, si je pouvais aller travailler tranquillement tous les matins et faire des enfants, très bien. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Il fait 30 degrés aujourd'hui à Paris. On est le 1er avril. Maintenant, ça urge. On n'a juste plus le temps. Et de toute façon, si je ne faisais rien, je pense que je mourrais d'angoisse. Donc, j'ai pas le choix. Merci beaucoup. On va continuer à suivre votre action. Merci. Et bon courage. Merci. Donc nous sommes en direct à Paris, devant la Banque de France, vous le voyez. Une action qui est en cours et les forces de police qui se déploient. Donc une action d'Extinction Rebellion qui cible aujourd'hui au niveau mondial la finance, les banques et les investissements toxiques qu'elle continue à produire. Donc une action non violente. Nous allons continuer à donner la parole aux militants. Il n'y a pas de porte-parole à Extinction Rebellion, pardon.
Donc merci de suivre ce live. N'hésitez pas évidemment à le partager pour faire connaître cette action qui cible la finance internationale et la Banque de France pour ses investissements toxiques, le rôle néfaste qu'elle joue sur les questions climatiques. Pourquoi vous êtes allé plutôt vous tourner vers l'Extinction Rebellion plutôt que quelque chose? Vous le voyez, beaucoup de forces de police se sont déployées devant la Banque de France. Alors, voilà, pour l'humanité, donc on est en direct, on a suivi toute l'action. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Je m'appelle Simadilu, je suis un rebelle d'Extinction Rebellion. Alors vous êtes membre d'Extinction Rebellion depuis longtemps? Depuis le début, quasiment. Depuis on existe en France, on a lancé Extinction Rebellion en France il y a 2 ans maintenant en gros. Et voilà, on est là malgré une année un peu compliquée de 2020 qui restera un petit peu quand même, les rassemblements, etc. C'est un petit peu compliqué, mais on est là. Alors c'est une belle action, vous avez pris tout le monde de coup, par surprise. En même temps c'est réussi puisque les forces de police se sont déployées mais tardivement. Et vous avez réussi à accrocher cette banderole et à repeindre à la façade de la Banque de France. Vous avez aussi des militants qui sont accrochés dans le vide et qui lisent, qui tranquillement. J'en profite pour le dire, c'est vraiment des personnes qui savent grimper, c'est du bon matos, on le vérifie bien, c'est calé. C'est calé, à part produire n'importe comment, on a affaire quand même à Extinction Rebellion. Vous êtes très entraîné sur la lutte non violente. Ouais, c'est fondamental. Non, vraiment pour nous, déjà dans une perspective éthique, d'être à l'image du monde qu'on revendique. Moi, si j'ai besoin d'une arme pour faire valoir des arguments, c'est peut-être que ma logique elle n'est pas suffisante. Je considère que mon discours, qui est appuyé notamment par des groupes d'experts intergouvernementaux et pas juste 3 mecs qui ont fait une étude dans une université, on se base sur le GIEC, sur l'IPBES, justifie quand même et légitime beaucoup mon discours. Donc j'estime même pas avoir besoin de la coercition. Et de toute façon, la non-violence, ça justifie aussi dans une perspective stratégique à Extinction Rebellion. L'enjeu, c'est de rassembler le plus de monde possible, d'être le plus inclusif possible. On n'est pas en train de dire que ça marche mieux, moins bien que d'autres collectifs. On dit juste que pour nous, faire valoir notre message avec notre mode opératoire, la désobéissance civile, l'action directe, la non-violence permet de rassembler le plus de monde possible. Donc il ne s'agit pas de rentrer dans un jugement de valeur par rapport à d'autres groupes et de dire voilà, eux ils font du sabotage, c'est moins bien. Force à toutes les personnes qui de près ou de loin essayent de lutter contre l'urgence de la situation sociale et écologique. Mais pour nous, si on veut rassembler du monde, c'est hyper important. Alors votre action aujourd'hui, elle cible la finance, les banques. Pourquoi? Sur les questions du climat? XR est un mouvement radical au sens propre du terme, on traite à la racine du problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas en France aujourd'hui avec un problème de pétrole, un problème de crise sanitaire, un problème économique, un problème social avec la réforme des retraites, etc. C'est que tous ces sujets ils sont vraiment infiniment imbriqués les uns les autres et il y a des personnes qui sont vraiment motrices de ce système. La Banque de France en fait partie, les banques françaises de manière générale sont hyper représentées dans les émissions de gaz à effet de serre. On a toutes les banques françaises prises ensemble en 2020 ont émis à peu près 8 fois ce que la France a produit comme GES équivalent. Donc on a vraiment des personnes qui sont actrices vraiment de l'écocide, de la 6e extinction de masse qui est en cours aujourd'hui, avec des conséquences sociales déplorables. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour visibiliser un sujet dont on ne parle pas assez, mais qui est pourtant fondamental, qui concerne les vies de toutes ces personnes qui sont ici, même celles avec les uniformes bleus. Alors c'est une action aujourd'hui mondiale, dans le monde entier il y a des actions d'Extinction Rebellion qui ciblent la finance. Pourquoi cette dimension mondiale? Parce que les émissions de gaz à effet de serre, parce que la perte de biodiversité, parce que les virus ne s'arrêtent jamais aux frontières. Étant donné qu'on traite un problème qui est vraiment global, qui touche absolument tous les territoires et les populations, dans des proportions différentes, avec des manifestations différentes, c'est hyper important de réfléchir ça à l'échelle internationale et aussi parce que limiter les émissions, atteindre une neutralité carbone 2025, ça pourra se faire que avec des accords contraignants, vraiment contraignants, à l'ensemble sur l'échelle de la totalité de la planète. Alors vous-même, vous êtes relativement jeune. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire ce que vous faites, si vous travaillez ou si vous êtes encore dans un domaine d'études, et lequel. Pourquoi s'être engagé dans Extinction Rebellion? Pourquoi avoir choisi cette organisation-là?
Alors moi je viens pas forcément de la désobéissance civile à la base. En sortant de prépa, j'en ai eu ras-le-bol de penser le monde tout seul avec mes bouquins et je me suis d'abord approché de grosses ONG, des grosses écuries de la solidarité internationale. Je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que ces grosses ONG, ces grosses assos, ces mastodontes de la solidarité sont juste fondamentales, c'est nécessaire, on en a vraiment besoin. Mais par contre, elles sont aussi insuffisantes. Elles ne peuvent pas faire à elles seules face à l'urgence de la situation. Donc du coup, j'ai décidé de passer un cran au-dessus et de participer à la désobéissance civile d'Extinction Rebellion. La cause écolo, pour moi, elle est primaire. C'est-à-dire que tout a plus ou moins un rapport avec les limites écologiques qu'on est en train de franchir. Donc c'est pas juste un choix par défaut. Je considère vraiment que c'est le sujet, je vais pas dire prioritaire, mais le sujet commun à toutes les luttes. Et voilà, en sortant de prépa, je me suis mis à ça. D'accord. Et pour la suite, alors comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez un peu d'espoir sur le fait que on arrive à inverser la tendance sur le réchauffement climatique? Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'humanité va réussir à faire ce choix? Et quels sont les blocages? Donc là, vous en ciblez un, évidemment. C'est la finance, c'est le monde capitaliste, on peut dire. Comment vous voyez les choses? La question à 10 millions. Hein. Le grand slogan d'Extinction Rebellion, c'est quand l'espoir meurt, la rébellion commence. Moi je considère à titre perso, là ça n'engage que moi, qu'on a déjà perdu. La neutralité carbone 2025, ce qui nous permettrait de rester sous 1,5 degré, je pense que ça va être très difficile de l'avoir. L'enjeu n'étant plus de gagner ou de perdre, ça fait 50 ans que le rapport Meadows est sorti, nous alerte sur les limites de la croissance. L'enjeu maintenant étant de perdre le moins possible. Si ce que je suis en train de faire nous permettra de vivre l'effondrement avec le moins d'injustice possible, avec le plus de solidarité, le plus de résilience, c'est gagné. Et même si on dépasse les 1,5 degrés, le moindre dixième est fondamental, donc il faut vraiment lutter pour ça. Il y a vraiment des vies en jeu, il y a des écosystèmes entiers en jeu. Et je repensais à quelque chose quand vous me posiez votre question, je vais refaire un saut sur la question précédente. Pour la société française, moi je suis un gros bobo, voilà, c'est comme ça qu'on me taxe. Maintenant ça a changé, je suis un islamo-gauchiste. On nous reproche souvent d'être un mouvement urbain, de personnes qui habitent dans des pays qui ont bénéficié d'accumulation de capital, qui ont pu bénéficier d'études, etc. L'enjeu, c'est pas est-ce que tu es un bobo ou pas, l'enjeu c'est ce que tu en fais. Au service du quoi tu mets tout ce qu'on t'a donné de manière totalement injuste et comment tu renvoies l'appareil. Et moi j'estime avoir, en ayant fréquenté l'école de la République française, en ayant bénéficié de tout un système d'accumulation de capital vers moi, j'estime avoir une dette colossale envers, même pas la France, envers toute l'humanité et la planète entière. Donc c'est juste colossal pour moi d'être là aujourd'hui, j'ai rien d'autre à faire. Vous vous définissez comme internationaliste? J'ai même pas besoin de me le définir, j'ai pas forcément envie de brandir des étiquettes. Vous pourrez me demander aussi si je suis anticapitaliste, si je suis anarchiste ou pas. Pour moi, c'est pas des questions qui sont pertinentes dans mon combat au sein d'Extinction Rebellion. Je pense que les étiquettes divisent, séparent, cloisonnent beaucoup plus qu'elles nous rassemblent. Vous pouvez être capitaliste ou anti. Enfin, si vous êtes capitaliste, il va peut-être y avoir un problème avec Extinction Rebellion quand même, mais voilà, que vous soyez anarch, que vous soyez international, que vous sentiez citoyen du monde ou pas, moi je m'en fiche. Ce que vous recherchez, c'est le plus petit dénominateur commun dans la cause pour le climat. Ouais, je pense qu'il n'est pas compliqué à trouver. Vous respirez de l'air à Paris, je pense que c'est comme si vous étiez fumeur passif. À certaines heures de pointe en tout cas, certaines heures de pointe. Donc le vrai enjeu aussi, c'est une assemblée citoyenne qui serait décisionnaire, où on pourrait prendre des décisions tout ensemble. On s'en fiche d'être d'accord ou de pas être d'accord. Ce qui est vraiment important, c'est comment on prend les décisions. Et je suis pas compétent ni légitime pour faire la morale aux gens. Merci beaucoup en tout cas et bonne continuation. Bye bye. On va vous suivre. Mais j'espère bien, n'hésitez pas. Voilà, l'action continue, on va certainement arrêter ce live, vous le voyez. Beaucoup de forces de police se sont déployées tout autour de la Banque de France. Pour le moment, tout se passe dans le calme, c'est une action non violente. Et on vous montre une dernière fois cette façade de la Banque de France, aujourd'hui à Paris. Pour cette action Poison d'avril. Merci d'avoir suivi ce live, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à très bientôt.